Il y a, entre Paris et Alger, une tension qu'on ne nomme plus, mais que chacun ressent. Un silence orageux, une atmosphère saturée de non-dits, de regards évités, de gestes hésitants. Depuis plusieurs mois, chaque mot prononcé par un responsable français à l'égard de l'Algérie résonne comme un écho d'un passé mal cicatrisé. Et chaque réponse algérienne, même feutrée, porte la mémoire de blessures profondes. En apparence, il ne s'agit que de diplomatie. En réalité, c'est l'histoire qui parle à travers les visages crispés et les sourires figés des chefs d'État. Car entre la France et l'Algérie, tout dialogue est lourd. Lourd d'un héritage colonial, d'une guerre de libération jamais digérée, de promesses non tenues, d'humiliations trop longtemps encaissées. Le climat en France ajoute à cette tension. À l'approche des élections présidentielles, l'Algérie devient, une fois encore, un instrument dans le théâtre politique français. Certains cherchent à capitaliser sur les peurs, à faire vibrer les cordes sensibles d'un électorat fragilisé. Et dans cette partition trouble, l'Algérie devient un symbole, celui de elle étranger, du souvenir colonial, de l'autre qui dérange. Mais Alger observe. Elle ne crie pas, elle n'insulte pas. Elle regarde et elle note. Chaque discours, chaque nomination, chaque éditorial. Car au-delà des mots, ce sont des intentions qu'on évalue. Et dans ce contexte, un homme s'est avancé sur la scène, avec des mots jugés inacceptables. Bruno Retailleau. Son nom est sur toutes les lèvres, ses propos dans tous les journaux. Mais ce n'est pas uniquement lui que l'Algérie interroge. C'est la France elle-même. Est-ce cela, votre message au peuple algérien? Le vent s'est levé sur la Méditerranée. Et ce vent n'est ni neutre, ni innocent. Il transporte avec lui des tensions anciennes, des frustrations nouvelles, et peut-être une fracture à venir. Il ne crie pas. Il parle doucement. Mais ses mots, eux, coupent comme des lames. Bruno Retailleau n'est pas un novice dans l'arène politique française. Sénateur de longue date, président du groupe Les Républicains au Sénat, il incarne une droite qui se veut ferme, enracinée, conservatrice. Mais derrière cette posture se cache une autre réalité. Celle d'un homme qui ne recule devant aucun symbole, même explosif, pour se hisser plus haut dans les cercles du pouvoir. Récemment, ses prises de parole sur l'immigration, sur l'identité française et sur l'Algérie ont soulevé une onde de choc. Il a parlé de rupture culturelle, de civilisation menacée, laissant entendre que certains héritages, notamment venus du Sud, seraient incompatibles avec la République. Et sans le nommer directement, c'est bien l'Algérien, l'ex-colonisé, le musulman, qu'il a désigné comme perturbateur de l'ordre établi. Ce discours, loin d'être isolé, trouve un écho dans une partie de la classe politique française. Mais il fait aussi grincer des dents. Même à droite. Même au sein de son propre camp. Car en visant l'Algérie, Retailleau ne provoque pas seulement une tempête médiatique, il rouvre une blessure diplomatique que Macron tente, tant bien que mal, de refermer. En Algérie, ses propos n'ont pas été oubliés. Ils ont été entendus, décryptés, analysés. Ils sont perçus non comme une maladresse personnelle, mais comme un message d'État, un signal venu des hautes sphères du pouvoir français. Et pourtant, Retailleau n'est pas au gouvernement. Pas encore. Mais il aspire à y entrer. Il rêve de l'intérieur, de Matignon peut-être. Et certains, dans l'ombre, le poussent. Ils voient en lui un possible Premier ministre, capable de durcir le ton face à l'Algérie, et de séduire les électeurs les plus anxieux. Mais à quel prix? Car chaque mot prononcé dans un studio parisien peut résonner comme une déclaration de guerre morale à Alger. Et ce que Retailleau ignore peut-être, c'est qu'en s'attaquant à l'Algérie, il s'attaque à une mémoire, à une dignité, et à un peuple qui n'oublie pas. Le silence est parfois plus parlant qu'un discours. Et dans les couloirs du pouvoir, c'est souvent dans les silences que se jouent les décisions les plus lourdes. Emmanuel Macron n'a pas condamné publiquement les propos de Bruno Retailleau. Il n'a pas élevé la voix, ni convoqué la presse. Mais il a agi. Discrètement. Froidement. Stratégiquement. Car en coulisses, une proposition circulait. Un projet de recomposition ministérielle. Un nom était évoqué, appuyé par certains sénateurs influents, Bruno Retailleau. Pour apaiser la droite, pour solidifier une majorité fragile, pour envoyer un message à une France inquiète. Mais l'Élysée a dit non. Pas par communiqué. Pas par tweet. Mais par des gestes clairs, refus d'ouvrir la porte. Refus de lui confier un poste ministériel.
Non pas par peur d'un scandale immédiat, mais parce que Paris sait. L'Algérie regarde. Et ce choix, s'il avait été validé, aurait été perçu à Alger comme une provocation. Le président français le sait, chaque décision intérieure résonne à l'international. Et dans ce dossier, les équilibres sont précaires. La droite pousse, l'extrême droite rôde, et la gauche s'effrite. Dans ce paysage éclaté, Macron joue une partition délicate, garder la France unie sans allumer de feu inutile à l'étranger. Or, nommer Retailleau aurait été bien plus qu'une manœuvre politicienne. Cela aurait été un message envoyé à Alger. Nous validons ce discours. Nous l'incarnons. Et cela, Macron ne peut se le permettre. Car malgré les tensions, malgré les crispations, l'Élysée sait que l'Algérie est un acteur incontournable. Économiquement, diplomatiquement, historiquement. Le gaz algérien est une carte stratégique. L'Afrique du Nord est une zone d'influence en recomposition. Et le passé colonial reste un fardeau politique en France, mais une blessure encore vive de l'autre côté de la Méditerranée. Alors Macron s'est tu. Mais son refus fut clair. Il a dit non, sans le dire. Et ce non, en politique, vaut 1000 discours. Reste une question en suspens. Ce refus est-il un choix de conviction, ou simplement une stratégie de temporisation? Car en politique, les silences peuvent cacher des vérités, mais aussi des calculs. À Alger, la colère n'explose pas. Elle ne s'exhibe pas dans les rues, elle ne s'enflamme pas dans les micros. Elle est contenue, canalisée, redirigée. Mais elle est là. Les propos de Bruno Retailleau ont été entendus, repris, décryptés. Dans les rédactions algériennes, dans les chancelleries, dans les salons politiques, une même impression revient. Celle d'une insulte diplomatique déguisée, d'une provocation calculée. Ce n'est pas un simple débat d'idées. C'est une ligne rouge franchie. Et pourtant, pas de communiqué brutal. Pas de rappel d'ambassadeur. Pas de clash médiatique. Rien de ce que l'on aurait pu attendre d'un pays offensé publiquement. Car l'Algérie a changé. Elle n'est plus la république impulsive qu'on caricaturait parfois. Elle est devenue une force silencieuse, une voix qui pèse par son calme. Les premières réponses sont venues, de la presse proche du pouvoir. Des éditoriaux tranchants, mais sans outrance. Puis des diplomates, qui ont laissé filtrer des mots soigneusement choisis. Nous observons, nous retenons, nous répondrons avec mesure. Et dans cette mesure, se cache une stratégie. Une puissance qui n'a plus besoin de hausser le ton pour se faire respecter. Une certitude que le temps travaille pour elle, que l'histoire n'oublie rien. En coulisses, Alger manœuvre. Des alliances s'affirment. Des partenariats se renforcent avec la Chine, la Russie, l'Afrique subsaharienne. La voix de l'Algérie, hier ignorée dans les sommets internationaux, est aujourd'hui écoutée. Sa neutralité active, notamment sur la Palestine, le Sahel ou l'Ukraine, lui donne une stature nouvelle. Alors oui, Retailleau a provoqué. Mais l'Algérie n'a pas répondu avec émotion. Elle a répondu par l'attente, par l'observation, par la solidité. Et dans cette réponse froide, il y a une forme de supériorité. Ce n'est plus l'Algérie qui court après la reconnaissance. C'est la France qui, lentement, commence à ressentir le poids du mépris retourné. À Paris, les murs du pouvoir vibrent de tensions contradictoires. D'un côté, la droite dure, qui pousse à la fermeté, au rejet de l'Algérie comme partenaire crédible. Elle veut parler fort, imposer des mots qui claquent, quitte à blesser. De l'autre, une aile modérée, plus prudente, consciente que la relation avec Alger est une ligne diplomatique sensible, un équilibre fragile entre mémoire, coopération et nécessité géopolitique. Au milieu, Emmanuel Macron, qui avance sur une corde raide. Lui-même n'ignore rien de cette fracture. Il l'observe, la jauge, tente de la contenir. Il sait que la moindre déclaration peut rallumer des brasiers. Mais il est aussi prisonnier de son propre échiquier politique. Depuis son premier mandat, il alterne entre gestes d'apaisement envers Alger et clin d'œil à l'électorat conservateur français. Une danse ambivalente qui a fini par brouiller les lignes. Au Quai d'Orsay, l'embarras est palpable. Les diplomates peinent à suivre la ligne présidentielle. Car comment construire une stratégie claire avec Alger, quand Paris laisse circuler des propos hostiles sans sanction? Le monde diplomatique français, souvent plus lucide que le politique, comprend que la relation avec l'Algérie ne peut plus être traitée comme autrefois.
avec arrogance et mémoire courte. Mais pendant que les élites se divisent, d'autres voix émergent ailleurs. Des élus locaux, maires, députés de terrain, poussent pour retisser les liens. Ils parlent de jumelage, d'échanges culturels, de coopération économique. Pour eux, l'Algérie n'est pas un passé à effacer. C'est un présent à reconstruire. Et dans la société civile, des intellectuels, des artistes, des citoyens s'insurgent. Pourquoi l'Algérie est-elle encore utilisée comme un outil politique en France? Pourquoi réveiller la blessure pour gagner des voix? Cette division n'est pas que politique. Elle est morale. Elle interroge ce que la France veut être, une nation qui regarde le passé en face, ou une puissance qui s'y enferme. Et au fond, cette fracture révèle une vérité plus grande. Ce n'est pas seulement Paris qui parle de l'Algérie. C'est Paris qui parle d'elle-même, face à son propre malaise. Il y a, sous chaque mot échangé entre Paris et Alger, une ombre silencieuse. Une mémoire. Une souffrance. Une vérité enterrée mais jamais effacée. La colonisation de l'Algérie n'a pas été une simple occupation. Elle a été un déracinement. Une violence structurelle. Une entreprise de déshumanisation qui a duré 132 ans. Des terres arrachées, des langues interdites, des mosquées profanées, des familles dispersées. Et puis, la guerre. Une guerre sanglante, brutale, inégale. Avec son cortège de tortures, de camps, de disparitions. L'Algérie n'a jamais oublié. Pas seulement parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle ne peut pas. Car cette mémoire est inscrite dans les noms des villages bombardés, dans les récits des grands-parents, dans les silences des mères. Elle vit dans les veines du peuple, dans les regards, dans la fierté d'avoir résisté, coûte que coûte. Et quand, aujourd'hui, un responsable français parle avec mépris ou condescendance de l'Algérie, ce ne sont pas des mots modernes qu'il prononce. Ce sont des échos d'un passé colonial. Un passé qui revient, sous une autre forme. Plus feutrée. Moins armée. Mais tout aussi blessante. C'est là que réside l'incompréhension entre les deux pays. La France croit que le temps a effacé. L'Algérie sait que le temps a juste figé. Et dans cette fracture, naît une tension constante. Chaque discours politique devient un acte de mémoire. Chaque nomination, un message envoyé à l'histoire. Et pourtant, la France officielle peine à reconnaître. À dire clairement. À s'incliner. Des rapports sont rédigés, des mots prudents sont choisis, mais le cœur du problème reste évité. La France n'a jamais vraiment demandé pardon. Alors la mémoire devient un champ de bataille silencieux. Elle s'invite dans les ambassades, dans les plateaux télé, dans les urnes. Et tant que ce passé ne sera pas pleinement reconnu, il continuera de hanter le présent. Car il n'y a pas de relation stable entre deux peuples. Tant que l'un refuse de voir ce que l'autre a souffert. Il fut un temps où l'Algérie se tenait dans l'ombre, prudente, silencieuse, attentive. Aujourd'hui, elle avance. Lentement, mais sûrement. Non pas avec arrogance, mais avec assurance. Non pas pour dominer, mais pour rétablir l'équilibre. Depuis quelques années, Alger ne subit plus la diplomatie. Elle la construit. Elle l'impose même, parfois. Ce changement n'est pas spectaculaire, mais il est réel. Dans les sommets africains, la voix de l'Algérie ne tremble plus. Face aux grandes puissances, elle ne se plie plus. Elle a compris que le monde change. Que l'Europe s'essouffle, que les anciennes alliances s'effritent, que les équilibres basculent. Et dans ce monde mouvant, elle a choisi ses appuis avec précision. La Russie. La Chine. Deux partenaires stratégiques avec qui les échanges se sont intensifiés. Non pas par provocation envers l'Occident, mais par lucidité. Car dans un monde multipolaire, il faut choisir avec qui s'asseoir à la table, avant que les cartes ne soient redistribuées. En Afrique, elle ne cherche plus à convaincre. Elle inspire. Sa position ferme sur la Palestine, sa neutralité active sur les conflits mondiaux, son refus d'ingérence sont devenus des marqueurs de respect. Et pendant ce temps, l'Europe regarde vers le sud, non plus pour donner, mais pour demander. Le gaz algérien est devenu vital. Les tensions en Ukraine ont redessiné les flux énergétiques, et l'Algérie, longtemps sous-estimée, est redevenue un pivot stratégique. Alors, à Paris, on réajuste. On mesure le poids d'un mot. On redéfinit les gestes. Car aujourd'hui, l'Algérie n'est plus un souvenir diplomatique. Elle est une réalité géopolitique.
Une nécessité économique. Une voix souveraine. Et c'est peut-être cela, la vraie surprise. Non pas que l'Algérie frappe fort, mais qu'elle le fasse sans crier, sans provoquer, juste en étant debout. Et si, derrière chaque crise, chaque mot blessant, chaque silence gêné, il y avait une question que l'histoire elle-même posait au peuple? Qu'avez-vous fait de ce que vous avez traversé? La tension entre l'Algérie et la France n'est peut-être pas politique. Elle est morale, humaine, spirituelle. Un peuple a souffert. Un autre a construit son empire sur cette souffrance. Mais l'heure n'est plus à l'accusation. Elle est au réveil des consciences. Cette fracture ne guérira ni par les discours électoraux, ni par des accords commerciaux. Elle ne guérira que si les deux peuples, dans leur cœur, décident de regarder ensemble la vérité en face. Peut-être que cette génération est la dernière à pouvoir le faire. Avant que le ressentiment ne devienne héritage. Avant que le silence ne devienne oubli. Car si l'histoire nous parle, ce n'est pas pour qu'on la ressasse. C'est pour qu'on l'honorait. En bâtissant, enfin, une paix digne des douleurs traversées.